Je vais vous lire une citation tirée de mon tout nouveau livre sur la mécanique quantique. Wolfgang Pauli, l'un des pères de la mécanique quantique, écrivait dans une lettre à Koenig le 21 mai 1925. En ce moment, la physique est à nouveau terriblement confuse. En tout cas, c'est trop difficile pour moi et j'aimerais être un comédien du cinéma ou autre et n'avoir jamais entendu parler de physique. Pauli veut jeter l'éponge parce que la physique ne peut pas expliquer le comportement des atomes et des particules élémentaires, même si Planck a initié la première révolution quantique 25 ans plus tôt. Mais 2 mois plus tard, coup de théâtre. En juillet 1925, Heisenberg publie son article sur la nouvelle mécanique quantique, la mécanique matricielle. Pauli reprend confiance. La nouvelle mécanique de Heisenberg, la même que nous utilisons aujourd'hui, ainsi que celle de Schrödinger, permettait de faire de nouveaux calculs, mais apportait aussi de nouvelles idées antiréalistes. Les physiciens et physiciennes du monde se divisent en 3 catégories. Ceux qui croient à l'antiréalisme de Heisenberg, ceux qui soutiennent plutôt le réalisme d'Einstein et de Schrödinger, et ceux qui ne savent pas quel camp choisir ou qui ne se sont jamais demandé de quel côté ils se trouvaient. Antiréalisme ou réalisme? C'est le dilemme le plus profond de la mécanique quantique. Aujourd'hui, considérons une pomme quantique hypothétique pour comprendre ce que dit l'antiréalisme de l'école de Copenhague, né des idées de Heisenberg. Je m'appelle Simone Baroni et je suis physicien, vulgarisateur scientifique et professeur de physique et mathématiques à l'université à Barcelone. Si vous aimez la science, abonnez-vous à ma chaîne. Voici quelques-uns des éminents représentants qui ont soutenu l'antiréalisme vers 1927. Heisenberg, Born, Jordan, Bohr, Pauli, Kramers, Dirac. Analysons les 4 concepts de l'antiréalisme à l'aide de notre pomme quantique. Attention, une pomme n'a pas de comportement quantique, tout comme une personne ne peut pas avoir de comportement quantique car nous sommes constitués d'un très grand nombre d'atomes et de molécules qui interagissent constamment les uns avec les autres. Notre pomme quantique est une astuce narrative pour comprendre le monde quantique. Voici le premier concept des antiréalistes qui nous permet également de comprendre pourquoi ils sont appelés antiréalistes. Les propriétés des particules ne sont pas définies avant qu'elles ne soient observées. Cela n'aurait même pas de sens de se demander quelle est la valeur de ces propriétés avant qu'elles ne soient observées. En d'autres termes, ces propriétés ne sont pas réelles, d'où le nom d'antiréalisme. C'est à ce concept qui découle directement du concept d'observable de Kramers et Heisenberg qu'Einstein fait référence lorsqu'il demande à Abraham Pais « Croyez-vous vraiment que la Lune n'existe pas lorsque je ne l'observe pas ?» Il existe des pommes de différentes couleurs dans la nature. Et si la pomme était un objet microscopique soumis aux lois de la mécanique quantique, le point de vue antiréaliste nous dirait qu'avant d'observer la couleur d'une pomme, cette couleur ne serait même pas définie. Elle ne serait pas réelle. La couleur de la pomme ne se matérialiserait qu'au moment où je l'observe. En effet, Heisenberg a proposé en 1925 que la physique ne puisse nous dire ce qui arrive à un atome, une molécule ou une particule élémentaire que lorsque nous les observons. Et que la science ne soit pas en mesure de nous dire ce qui se passe entre 2 observations. Par exemple, si nous pouvons imaginer qu'un électron traverse une pièce en suivant une certaine trajectoire, selon les antiréalistes, la position de l'électron n'a de valeur réelle que si je l'observe. Cela n'a donc pas de sens de parler des trajectoires, mais seulement de l'endroit où se trouve l'électron lorsque je l'observe. Je l'observe maintenant et il est ici, et après une seconde, je l'observe à nouveau et il est à cette autre position. Mais entre les deux, selon Heisenberg, cela n'a même pas de sens de demander où se trouve l'électron. Non pas parce que nous ne pouvons pas le savoir, mais parce que sa position n'est pas définie. Elle n'est pas réelle entre une observation et la suivante. Selon Heisenberg, il s'agit d'une limitation de la réalité et non de notre capacité d'observation.
Passons à la deuxième idée des antiréalistes. Lorsqu'une particule ou un système microscopique est observé, il s'effondre dans l'un des états possibles disponibles. Cet effondrement se produit de manière discrète, c'est-à-dire sous la forme d'un saut abrupt. Si l'on applique ce concept d'effondrement à notre pomme quantique imaginaire, au moment où j'observe la couleur de la pomme, elle passe d'une valeur indéfinie à l'une des valeurs autorisées par la nature. Autrement dit, en résolvant les équations de la mécanique quantique, pour la pomme, il en résulterait qu'il n'y a par exemple que 3 couleurs possibles pour une pomme, rouge, vert et jaune. Et c'est sur l'une de ces 3 valeurs autorisées que la couleur s'effondre lorsque j'observe la pomme. On dit qu'un système peut s'effondrer sur l'un des états purs possibles. Les états purs de la couleur pour notre pomme quantique seraient rouge, vert et jaune. Ainsi, par exemple, avant de mesurer la position d'un électron, selon ce point de vue antiréaliste, cette position est indéfinie. En d'autres termes, l'électron n'a pas de position et une fois que la position de l'électron est observée par une expérience, l'électron s'effondre en un point concret dans l'espace et sa position prend une valeur concrète qu'elle n'avait pas avant l'observation. Troisième concept de l'antiréalisme. Avant d'observer une particule ou un système microscopique, celui-ci se trouve dans une soi-disant superposition d'états purs. Ainsi, avant d'observer la couleur de la pomme, en imaginant toujours une pomme quantique, non seulement cette couleur serait indéfinie, mais elle serait une superposition des 3 états purs possibles de la couleur. Par exemple, avant d'observer la pomme, elle pourrait être dans un état correspondant à 30% de couleur rouge, 42% de couleur verte et 28% de couleur jaune, ou dans un état de 90% de couleur jaune et 20% de couleur rouge, ou dans l'une des autres possibilités infinies. L'état de la pomme quantique avant d'être observé est décrit par ce que l'on appelle une fonction d'onde. D'un point de vue mathématique, cette fonction d'onde est donc une combinaison linéaire des 3 états purs possibles de la couleur, c'est-à-dire un mélange des 3 états purs possibles de la couleur. De même, une particule élémentaire, avant d'être observée, se trouve simultanément dans plusieurs états purs différents. Nous arrivons ici au 4e concept de l'antiréalisme, celui qui a rendu Schrödinger fou, parce qu'il s'agit d'une idée que Max Born a émise en 1924 et pour laquelle il a reçu le prix Nobel, et qui fournit une interprétation antiréaliste à la fonction d'onde psi de Schrödinger. Ce dernier, en revanche, défendait l'idée que sa fonction d'onde psi représentait des éléments réels du monde. Nous avons dit que lorsqu'une propriété donnée d'une particule, position, quantité de mouvement, etc., est observée, elle s'effondre, selon les antiréalistes, dans l'un des états purs possibles. Cet effondrement, selon l'interprétation dite statistique de Max Born, est régi par des lois statistiques, en ce sens qu'il est impossible de prédire dans quel état le système va s'effondrer. La seule chose que la physique peut faire est de calculer la probabilité qu'un électron, un atome ou une molécule s'effondre dans un état concret. Dans le cas de notre pomme quantique, supposons que, avant que nous n'observions sa couleur, elle se trouve dans un état correspondant à 30% de couleur rouge, 42% de couleur verte et 28% de couleur jaune. Ces pourcentages indiquent la probabilité qu'une fois la couleur de la pomme observée, elle s'effondre sur un état de couleur pure. En d'autres termes, je ne peux pas prédire avec certitude le résultat de l'observation d'une seule pomme. Ce que la mécanique quantique peut faire, c'est fournir des probabilités. Ainsi, si je préparais 1 milliard de pommes quantiques toutes dans le même état initial avec 30% de rouge, 42% de vert, 28% de jaune, que je l'observais ensuite la couleur de chacune d'entre elles, je constaterai qu'environ 30% du temps, la pomme s'effondre sur la couleur rouge, qu'environ 42% des pommes s'effondrent sur la couleur verte et qu'environ 28% des pommes s'effondrent sur la couleur jaune. Ainsi, si l'on répète un grand nombre de fois la même expérience sur un électron, en préparant à chaque fois un électron dans le même état initial, et en effectuant la même mesure sur l'électron, par exemple une mesure de son moment magnétique, l'électron s'effondrera parfois dans un certain état pur, parfois
dans un autre. La mécanique quantique pourra prédire combien d'électrons s'effondreront dans le premier état, combien dans le second et ainsi de suite. Mais elle ne pourrait pas prédire dans quel état le premier électron s'effondrerait, ni dans quel état le centième électron s'effondrerait. Einstein s'est moqué de cet aspect probabiliste de la mécanique quantique en prononçant la célèbre phrase « Dieu ne joue pas au dé ». Selon les antiréalistes, nous devons donc renoncer à faire des prédictions déterministes. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginez que vous voyez un œuf rouler sur une table et se rapprocher de plus en plus du bord. Instinctivement, alors que l'œuf est encore sur la table, vous tendez la main et interceptez l'œuf délicatement alors qu'il tombe vers le sol. Comment pourriez-vous calculer la trajectoire de l'œuf, le point exact où l'attraper et sa vitesse de chute à ce moment-là? Compte tenu des conditions initiales, œuf roulant à une certaine vitesse le long de la table, distance du bord et hauteur de la table, votre expérience vous apprend qu'il n'y a qu'une seule évolution possible du système. Vous ne vous attendez pas à ce que l'œuf s'arrête et revienne en arrière, ni à ce qu'il atteigne le bord et continue en ligne droite, sans tomber, ni à ce qu'il atteigne le bord de la table et tombe verticalement au ras de la table. Instinctivement, vous avez intégré ce que disent les lois de la mécanique de Newton. Étant donné la position, la vitesse de déplacement et la vitesse de rotation initiale de l'œuf, étant donné le type de matériau de la table, la densité de l'air et ainsi de suite, les lois de Newton nous permettent de prédire avec précision la trajectoire de l'œuf. Et elles nous indiquent qu'il n'y a qu'une seule trajectoire possible pour l'œuf, celle que vous calculez instinctivement pour l'attraper en plein vol. On dit que le comportement de l'œuf est déterministe, car on peut déterminer exactement comment il évoluera dans le temps. Si, en revanche, les lois de Newton étaient probabilistes, elles nous diraient quelque chose comme ça. Il y a 25% de chances que l'œuf tombe de la table avec cette trajectoire donnée, tandis qu'il y a 67% de chances qu'il suive cette autre trajectoire, et ainsi de suite. Dans un tel monde, vous pourriez tendre la main pour intercepter l'œuf le long de la trajectoire la plus probable, mais vous constateriez malheureusement que l'œuf a finalement suivi une autre des trajectoires possibles et s'est écrasé sur le sol. Un fait qui m'a beaucoup choqué lorsque j'écrivais mon livre sur la mécanique quantique et que je faisais des recherches sur ce concept est qu'après réflexion, à l'université, on ne nous a enseigné que la version antiréaliste de la mécanique quantique, sans préciser qu'il existait aussi un point de vue opposé. On n'a jamais mentionné l'interprétation de Copenhague ni les tentatives d'Einstein, de Schrödinger et d'autres pour rétablir une vision réaliste. Ils nous ont appris que cet effondrement suit des lois statistiques, mais ils ne nous ont jamais dit, dans aucun cours, qu'il ne s'agit qu'une des interprétations possibles de la mécanique quantique. J'espère qu'aujourd'hui, les professeurs de mécanique quantique donnent une vue d'ensemble à leurs étudiants à l'université et discutent également de philosophie avec eux, en plus de leur apprendre à faire des calculs. Je fais ma part du travail en parlant des aspects philosophiques à mes étudiants et en écrivant ce livre. Si vous souhaitez en savoir plus sur la mécanique quantique, non seulement sur la physique, mais aussi sur l'histoire et la philosophie du monde quantique, je vous recommande de lire mon tout nouveau livre « La mécanique quantique, volume 1, la première révolution quantique ». Le voici. Il s'agit d'un ouvrage en 3 volumes, dont le premier est déjà disponible et qui vous accompagne de la naissance de la mécanique quantique jusqu'au principe d'indétermination de Heisenberg. C'est un livre accessible à tous car je l'ai écrit en partant de zéro et en utilisant un langage simple. J'ai également inclus 69 figures schéma, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Au revoir et à bientôt avec un nouvel épisode de Pépites de Science.